Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur LCF et CTFM 89.9 MHz pour votre émission Talk Talk. Toutes les excuses pour le léger retard, indépendant de notre volonté ce matin. Nous avons quand même voulu donner ce rendez-vous de la semaine. Silvio Combé-Combété, il est le patron du site d'information africardv.com. Bonjour. Oui, Julien, bonjour aux téléspectateurs de LCF et auditeurs et auditrices de CTFM. Alors, il a en face de lui Credo Adjetete, le patron du journal Le Médium qui est à cœur ce matin. Bonjour Credo. Bonjour Junior, bonjour Sylvain, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin sur ce plateau. Nous recevons dans la seconde partie de l'émission M. Pascal Adoko, il est le responsable aux affaires politiques de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains. Avec lui, on fera le point du colloque de Cap 2015 sur l'alternance en Afrique. Mesdames, Messieurs, avant tout, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 14 octobre 2016, nous devons par le journal Économie et Développement, si la régie le permet. Le journal Économie et Développement titre à sa une ce vendredi, Économie, la charte maritime africaine de Lomé bloquait 2 milliards de dollars de pertes financières par an dans le golfe de Guinée. La rentrée scolaire 2016-2017 sous un jeu de ping-pong, le gouvernement rassure les syndicats contre-attaquent toujours. Dans les caisses également ce vendredi, le journal Le Correcteur. Un instant si vous permettez. Le Correcteur de ce jour qui titre Interview exclusive Succession dynastique en Afrique, Michel Gali relève les impacts et les moyens efficaces pour bouter dehors les despotes. En plein sommet de l'UA, Lomé Fort dit non à la démocratie. Nous poursuivons la une des journaux avec Flambeau de l'avocat de Loïc Larson. Sommet sur la sécurité maritime, samedi le grand jour, la charte à tout prix. Exclusif, les hôtes de Fort de l'Assemblée attendus. 17 chefs d'État, 2 vice-présidents, 2 premiers ministres, 13 ministres et 5 ambassadeurs. On poursuit avec chronique de la semaine de Dominique Alizio, ouverture du sommet de l'UA sur la sécurité et la sûreté maritime à Lomé. Le premier ministre Kassou lance les activités des side events, l'expertise et la logistique de l'UE mise à profit pour le succès de la rencontre. Dans les caisses également, le journal Togo Matin de Dieudonné Korolakina qui titre Sécurité maritime, signature de la charte de Lomé. Le COREP donne son OK. Avec nous également ce matin, le changement qui titre plein feu sur le sommet, inauguration, intervention, activité de side events, débat, conférence. En prélude de la signature de la charte, le projet déjà validé par le COREP. Colloque du Cap 2015 sur la problématique de l'alternance politique en Afrique. Les Africains appelés à prendre souverainement leur destin en main. Le Médium est dans les cœurs ce vendredi. Société Aménagement du Territoire, ne pas obstruer la voie publique au risque de voir son bâtiment démoli par les services appropriés. Dossier piraterie maritime, le sommet de Lomé et ses principaux thèmes. Le Canard indépendant est avec nous ce matin. Le journal d'Augustin Méga titre rentrée scolaire du 17 octobre, le gouvernement maintient, les syndicats persistent. Les universités sociales, une première au Togo, va-t-on vers la création d'un front social? Fraternité, le journal de Loïc Larson qui titre supposée tentative de sabotage du colloque du Cap 2015 qui aurait menacé Bourgi et Kwatindé. Infrastructure routière, trop d'accidents sur le grand contournement de Lomé. Le libéral est avec nous ce matin. Sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime, bouquet final samedi avec la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Des mesures du gouvernement pour la reprise des cours ce lundi. Les cieux du monde scolaire s'éclaircissent. Retour en studio avec d'autres journaux avec nous ce matin. Si vous permettez rapidement, on va parcourir rapidement leur une. Innova Africa est avec nous. Innova Africa qui titre ce jour sommet de l'UA sur la sécurité maritime. Zoom sur l'économie bleue, un levier de croissance durable pour l'Afrique. Et aussi le journal Temps Nouveau du Baïb Acha avec nous ce matin qui titre sommet de Lomé sur la piraterie maritime. Mutualiser les efforts pour enrayer le fléau. Sommet de Lomé, side events, débat, échange d'expériences entre les acteurs du monde maritime. Et bien c'est tout pour la une des journaux. La pause derrière la première partie avec les confrères. Retour en studio avec nos confrères Silvio Combé-Combété de africardv.com et Credo Adjetete du journal Le Médium. Bonjour, chers confrères. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, comme c'est l'actualité, on va démarrer, justement, évidemment, par le sommet. Le sommet, le jour J, le grand jour, c'est demain. Ce sommet que les Togolais attendent dans une sorte de fière
et de précipitations en fait arriver, on peut le dire ainsi, jour J-1, tout est fait prêt pour que le Togo accueille les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région de l'Afrique. Silvio. Oui, on dira que le grand jour tant attendu est en train d'arriver. Samedi pour l'adoption de la charte de Lomé qui se veut comporter des dispositions contraignantes par rapport à la sécurité et la sûreté maritime, surtout le développement en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir même que depuis ce matin, il y a la zone où il y a des jeunes qui ont été envoyés sur la voie pour peut-être accueillir les chefs d'État et de gouvernement, comme ça se faisait au bon vieux temps. Oui, en tout cas c'est quand même une bonne chose. Et ce qu'il faudra également apprécier avec ce sommet, c'est l'adoption hier de la charte par les ministres des Affaires étrangères. Je crois que c'est déjà un bon pas en avant, parce que d'ailleurs la procédure est très claire. Les chefs d'État, souvent c'est protocolaire, c'est juste des décisions politiques qu'ils viendront prendre le samedi. Et si les ministres des Affaires étrangères arrivent à s'accorder sur la charte, du moins s'il faut déjà s'attendre à ce que ce test-là soit adopté samedi. Mais maintenant, au-delà de cela, il y a un autre débat sur lequel on pourra peut-être plancher après. Alors, quelle autre idée? Non, je crois que le confrère Silvio a tout dit, parce que ce n'est pas facile avec l'adoption du projet de charte de Lomé par le Conseil exécutif de l'Union africaine hier. On peut dire que tout le processus a été suivi, parce que avant que le Conseil exécutif de l'Union africaine n'étudie ce projet de charte, c'est passé par des mains expertes. Donc nous avons vu des experts à la base, après c'est les ministres de la Justice. Les ambassadeurs aussi. Oui, les ambassadeurs. Donc il faut dire aussi, il y a un organe, le COREP, qui a fait son travail, qui a tamisé avant d'envoyer au Conseil exécutif. Mais il faut dire que le projet à la base a connu des inputs, en ce sens que des contributions ont été faites jusqu'à hier. Donc il s'agit maintenant, ou bien il revient aux chefs d'État, aux hommes politiques, d'apposer leur signature sur le travail qui a été fait aussi bien par les techniciens que par la diplomatie vraiment active. Donc là, ce que nous allons dire, demain ce sera un grand jour, ou bien l'autre jour pour l'Union africaine au Togo, mais il va falloir que cette charte, une fois signée, ne reste pas dans les tiroirs. Alors, on le dit, demain les chefs d'État de gouvernement vont se retrouver pour donc, probablement signer la charte. En termes d'arrivée de chefs d'État, officiellement, selon ce qu'on a pris de sources proches de l'organisation, il y aura 17 chefs d'État qui seront là à Lomé. Demain, il y aura 2 vice-présidents, 2 premiers ministres et 24 ministres suffisants pour... Bon, écoutez, est-ce que c'est le nombre qui compte? Moi, je dirais non. D'abord que quand on voit l'Afrique, c'est qu'en 4 pays, et en plus les pays qui sont des pays côtiers, ça met 38 pays qui ont des pays, mais on ne devrait pas non plus le voir de cette manière, parce que par exemple, quand on prend le Burkina Faso, j'allais dire, les pays de l'Interland ont toujours des liens directs avec les pays de la côte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité maritime est un enjeu vendable aujourd'hui? Donc il y a tous ces paramètres-là, pas parce que peut-être au niveau des États-Unis on organise chaque année un sommet sur la mer qu'il faudrait également se précipiter. Est-ce que le travail en amont a été réellement fait pour qu'il y ait cette adhésion pratiquement des chefs d'État? On a vu le ministre Robert Doussi a fait le tour. Oui, mais est-ce que c'est suffisant? Au moins 2 ans, parce que on en parle, ça fait au moins 2 ans, il a été reporté, vous vous rappelez, et dans le travail, le gros du travail était fait, et même cette semaine encore, on a vu le ministre Bahora aller au Gabon, donc ça veut dire que les gens bossaient. Non, mais là encore il y a un problème. Est-ce que c'est maintenant... Oui, attention, bon, le ministre Doussi a fait le tour, est-ce que c'était à lui de le faire? Mais c'est le ministre étranger. Oui, je ne refuse pas. Mais secondo, c'est peut-être parce qu'on a remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi on a encore envoyé le ministre Bahora. Sinon, ça devrait aller de soi. Mais en plus, quand vous parlez de... la semaine passée, vous permettez, en plus, vous savez, quand on parle de sommet extraordinaire de l'Union africaine, ce n'est pas un sommet ordinaire où on s'attend à avoir tous les chefs d'État et de gouvernement.
ou du moins c'est la C'est majorité. un sommet extraordinaire. Donc du coup, il a, enfin, ça suit un certain nombre de processus et les chefs d'État ne le voient pas au même degré que les sommets ordinaires. Mais moi, ce que moi j'aimerais bien qu'on souligne, la participation des chefs d'État, qu'ils soient 54 à Lomé, ce n'est pas le problème. Parce que même s'ils ne viennent pas aujourd'hui, ils pourront le signer après. Ce n'est pas forcément qu'ils doivent être à Lomé pour pouvoir signer. On voit ce qui se passe avec les traités, les conventions avec, au niveau de l'environnement, ce qui se passe à Paris, les COP et tout. Même si vous n'y participez pas, même si vous ne signez pas toutes vos séances tenantes, après il y a des actions de lobby pour que vous puissiez adhérer à tous ces trucs. Mais ce qu'il faudrait, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail qui sera fait après. Parce que Credo l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas non plus qu'on signe cette convention ou encore cette charte à Lomé et qu'après cette charte donne dans les couloirs. Parce qu'on a vu, moi je suis un peu souvent dérangé avec la manière de faire au niveau de l'Union africaine. Il n'y a pas vraiment de suivi de toutes les actions de l'Union africaine. Quand on voit un peu au niveau, je ne parlerai pas des missions de paix, il y a toujours cette lenteur qu'on remarque très souvent au niveau de l'Union africaine. Mais maintenant, la CEDEAO est encore beaucoup plus organisée, sauf que je l'utilise, est encore beaucoup plus organisée que l'Union africaine qui est beaucoup plus continentale. Et donc, il faudrait beaucoup plus de vigilance pour que dans 2 ans, on ne dise pas que le sommet de Lomé aura été un échec. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre un stylo et de ratifier. Ou encore respecter les engagements. Alors, une fois la charte signée, il faut la respecter. Non, mais je dirais au-delà de la signature matérielle de la charte que nous appelons de tous nos voeux, donc il va falloir penser à sa mise en application, à sa vulgarisation dans un premier temps et obliger tous les États africains à mettre en pratique tout ce qui aura été un acquis de ce sommet de Lomé. Donc ne pas le faire, donc c'est comme si on en est parti à un restaurant, donc on a demandé la carte menu, donc on nous a apporté la carte menu, mais on n'a pas eu l'opportunité de commander des plats. Donc c'est très important que tous les États s'engagent. Sylvio tentait de le dire, nous sommes dans un cadre d'un sommet extraordinaire. Un sommet extraordinaire sur une thématique assez extraordinaire. Tu m'excuses pour la tautologie. Donc c'est dire que ça a une certaine importance. Si déjà nous avons l'assurance qu'il y aura 17 chefs d'État avec les vice-présidents et les ministres. 2 vice-présidents, 2 ministres et 24 ministres. 24 ministres, donc 9 pays ne se sont pas fait annoncer. 9 pays ne se sont pas encore fait annoncer parce que les choses peuvent changer d'une minute à une autre. Donc il faut féliciter la diplomatie togolaise qui, ensemble avec les hautes autorités de l'Union africaine, qui ont mis le paquet afin que les chefs d'État ou les dirigeants africains soient représentatifs à ce sommet de Lomé et autres là. L'idéal, ce n'est pas, peut-être nous aurions souhaité que tous les chefs d'État se déplacent, mais il y a des urgences au niveau pays. Et le fait même qu'ils se soient faire représenter par des autorités aussi, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc nous n'allons pas faire un exercice de mathématiques pour dire tel est venu, tel n'est pas venu, donc si on fait la soustraction de l'addition, donc on n'a pas la moyenne. Non, nous ne sommes pas dans ce cas. Pour permettre le ministre, enfin, le ministre des Affaires étrangères togolais aurait pu faire des efforts davantage, bon, c'est vrai, peut mieux faire un peu de dire parce que regarde, déjà au niveau de la CEDEAO, il y a 15 pays au niveau de la CEDEAO. Alors, si les 15 pays de la CEDEAO venaient déjà, ça devait être un acquis, ce qui veut dire que sur les 17 chefs d'État, les 15 de la CEDEAO ne seront pas là, et c'est pas bon pour le Togo en principe. Non, ce n'est pas, je ne me situe pas dans cette logique que c'est pas bon pour le Togo. La diplomatie togolaise a fait ses efforts, a fait ce qu'elle pouvait faire afin que tout ce soit là. Maintenant, on ne connaît pas, je le disais tantôt, on ne connaît pas les autres agendas de ces pays qui ne sont pas encore là. Mais il faut tirer chapeau à cette diplomatie-là parce que ce n'est pas facile. Tu le disais tantôt. Vous tirez chapeau, mais nous disons peut mieux faire, ou bien non, je crois que peut mieux faire, on peut même aller au-delà de peut mieux faire pour les encourager parce que il faut vous dire, nous sommes revenus de loin dans le concert d'organisation de ce type de sommet. Et ce que je disais tantôt, Julien, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans le cadre de sommet ordinaire. Un sommet ordinaire, tous les chefs d'État sont tenus d'y être. Et là aussi, il s'agit de se retirer de la CPI. Oui, non seulement de la CPI, mais aussi il y a des considérations politiques. J'ai assisté personnellement à plusieurs sommets de la CEDEAO, mais je peux te dire qu'il y a même
c'est pas tous les chefs d'État de la CEDEAO qui viennent. Même au niveau des gens, oui, mais ces gens qui se font représenter par les ministres des Affaires étrangères et puis qui délèguent. Donc le chef de l'État togolais, la fois où il s'est fait toujours représenter à ces jeunes sommets. Oui, le chef de l'État s'était fait représenter comme tout autre chef d'État aussi. Donc là, c'est dire que aussi bien que le Togo reconnaît sa présence politique mais diplomatique à des rencontres de ce genre, mais il faut que nous insistions beaucoup plus sur le caractère extraordinaire de ce sommet, parce que la question que connaît ce sommet, c'est une question assez sensible, une question qui, disons, n'engage pas directement certains États, mais qui engage toute l'Afrique. Alors, nous allons voulu se permettre. Hier, en fait, dans le cadre de ce sommet, on a des salles diverses. Donc, depuis lundi, les événements se déroulent sur l'esplanade du Palais du Congrès. Donc, hier, lors de ces événements, il y a eu un incident malheureux qui a été donc bien remarqué parce qu'il était là, surtout au niveau des médias qui étaient là sur place. Il y avait un incident entre un délégué du Bénin et du Nigeria. Le délégué béninois, le thème, je vous donne le thème autour duquel se déroulait le débat, c'est sécurité maritime des ports au grand large. Alors, le délégué béninois, prenant la parole, a attaqué immédiatement le Nigeria, en tentant le Nigeria d'être un pays dangereux. Alors, dans la foulée, quand la représentante du Nigeria a pris la parole, elle a voulu répondre au délégué béninois qui a traité son pays des pays dangereux. Et le modérateur de la séance, le contre-amiral Foga Dignon, n'a pas bien géré les choses, provoquant la colère de tous les représentants du Nigeria dans la salle qui ont protesté vigoureusement. Ils ont fait du tapage, ils ont claqué la porte. La réunion s'est terminée à cause de poissons jusqu'à dehors. Les gens sont vraiment chamaillés. C'est pas si vous êtes au courant de l'incident. Oui, hier j'étais également au niveau de Radisson Blu. Malheureusement que moi j'étais pas dans la salle, j'étais plutôt dans la salle presse avant d'avoir l'information, mais c'est quand même curieux parce que cette attitude de la part du contre-amiral Foga Dignon n'est pas quand même à encourager, parce que ça risque de créer un incident diplomatique, parce que sur le large de la côte atlantique, on sait, c'est un secret de polichinelle, qu'il y a certains pays, pour ne pas les évoquer, qui sont, on va pas dire dangereux, mais qui ont beaucoup plus d'impact en matière de trafic en mer ou en matière de piraterie, parce que bon, quand on prend le pétrole, le Togo ne produit pas le pétrole, c'est le Nigeria et tout. Et donc il y a même, il faut le dire, il y a un antécédent entre le Bénin et le Nigeria. En mer. Donc il faut arriver, quand on est modérateur, arriver à gérer ces petits soucis-là. Les positions. Merci. Mais quand on s'érige en même moment en policier ou en gendarme, épousant un arbitre, épousant une partie et en lésant l'autre, attention, ça risque de créer rapidement un incident diplomatique. Mais je crois que les autorités togolaises sont déjà informées, elles prendront la mesure de la chose pour pouvoir rapidement régler ce problème. Il ne faudrait pas qu'on veuille régler un certain nombre de problèmes à Lomé avec le sommet de Lomé. Et on passe encore par ce canal pour en créer encore d'autres problèmes. Le credo, les délégués nigériens qui étaient hier le palais du Congrès ont dit on va rendre compte, et parce qu'ils étaient vraiment furieux que le contre-amiral Foga Dignon, le modérateur, ait pris position pour le délégué du Bénin. Non, je crois que ça c'est une grave erreur. Je n'ai pas assisté à la scène hier, mais tel que c'est rapporté, donc je crois que c'est une grave erreur de la part du modérateur. Donc je voudrais dire, en fait, la modération c'est un art. Donc ce n'est pas pour faire la modération qui veut. Parce que lorsque vous faites la modération d'un si grand panel, donc il faut avoir l'expertise nécessaire pour concilier les deux pays. Et là, il faut avoir aussi l'amabilité, le courage de documenter même les conférenciers, si c'est des conférenciers, mais au niveau représentatif des pays. Donc il faut avoir un peu l'historique même sur la thématique de ce pays pour pouvoir canaliser même les débats et autres là. Donc c'est un incident malheureux que nous déplorons et nous pensons que s'il y a des choses à corriger, donc la diplomatie togolaise est si active que peut-être que là où aujourd'hui nous en parlons sur ce plateau, mais peut-être que les excuses diplomatiques auraient été déjà présentées, mais nous disons, donc il va falloir que pour prendre des gens pour la modération, qu'on prenne des gens qui ont un tempérament assez posé et des gens qui savent que la modération c'est un art. Il faut également soi-même se documenter avant de vouloir également modérer un certain nombre de choses, de peur qu'on se tourne aussi en ridicule. Alors merci, donc on va parler brièvement des universités sociales
qui sont achevés hier dans notre capitale. 2 jours, la société civile, environ une trentaine d'associations, ils sont retrouvés donc au sein du comité de baie pour parler d'éducation, de santé, de répartition de richesses. C'est pas si vous avez suivi. Oui, ça s'est déroulé au sein du comité de baie. Oui. Je pense que c'est une belle initiative, une première d'ailleurs, en ma souvenance, dans la pratique du journalisme au Togo. Depuis un certain nombre de temps, on essaie de catégoriser la société civile du genre à être va-t-en-guerre, à être guerrière, à ne faire que revendiquer ses droits, à ne faire que asséner de coups ou encore tirer à boulet rouge sur le gouvernement, à ne pas faire des actions citoyennes de sensibilisation, d'éducation. Mais je pense qu'avec le sommet, les universités, autant pour moi, les universités sociales qu'ils ont organisées, j'ai vu beaucoup d'organisations, même si ce n'est pas tout le monde qui est impliqué dans l'organisation, il faudrait forcément que certains l'organisent pour que d'autres participent. Mais j'ai vu quand même une forte mobilisation, une forte participation de la société civile dans ces universités-là. Et je pense que les résolutions, les recommandations prises au sortir de ces universités sont assez défiantes. Et je veux aussi bien croire que ces recommandations seront également traduites dans les actions, parce qu'aujourd'hui, on a toujours remarqué que c'est bien beau de se retrouver là comme ça, de parler, de papoter, qu'au finish on dit, mais attends, on prend la résolution, on prend des engagements, on fait des recommandations, et qu'on se retrouve 2, 3, 4, 5, 10 ans après, on reste encore à la même case de départ. Donc je pense que d'abord, c'est une initiative à féliciter de la part du professeur David Dossé, qu'on le voit assez tenace dans cette lutte. Je pense qu'on doit leur jeter des fleurs, mais également les encourager à transmettre ou encore à mettre dans les faits les recommandations que eux-mêmes ils ont formulées à leur endroit et également à l'endroit des gouvernements. Alors, pour une première, on peut parler de réussite. Oui, donc nous parlons même de témérité avant de parler de la réussite, parce que c'est osé. Et c'est la première fois qu'on a connu ces universités sociales, donc il faut tirer chapeau aux organisateurs, notamment au professeur David Dossé, parce que nous l'avons connu lorsqu'il était à la tête de Saint-Fort, et de Saint-Fort, donc je crois qu'il a un peu balbutié avec la STT, mais c'est quelqu'un qui est tenace et c'est quelqu'un qui sait là où il veut aller. Donc c'est dire que c'est quelqu'un qui a une vision, et lorsqu'il arrive à déterminer cette vision-là, donc il s'assigne une mission. Donc c'est une bonne chose que de tenir ces universités sociales pour réfléchir sur les secteurs de la santé, de l'éducation et autres là. Mais moi, je n'ai pas encore vu les conclusions, les recommandations, mais j'espère qu'ils se sont également penchés sur ce qu'est la société civile et puis la particularité de la société civile togolaise aussi, parce que en faisant les critiques ou bien en faisant des recommandations, donc il faut dans un premier temps aussi se faire sa propre critique, l'autocritique pour pouvoir mieux avancer. Parce que la société civile togolaise n'est pas ce qu'elle est. Dans la mesure donc elle est en train de se réorganiser. Est-ce qu'un début d'une organisation pour la un truc comme ça? Non, le journal, le confrère du Canard indépendant s'interrogeait, est-ce que par la survenue de ces universités sociales, est-ce que on tend vers un front social et autres. Mais moi je ne suis pas dans cette logique-là. Donc je me dis, les universités sociales, nous félicitons la tenue et sa réussite et autres là, mais nous souhaiterions que lorsqu'il y aura d'autres universités sociales, qu'on puisse parler même de la société civile et puis de ses acteurs, parce qu'il y a également des grandes graines. Parce que si ceux qui portent même disons la dynamique de cette société civile, s'il y a encore des brebis galeuses au sein de cette société civile et puis on ne règle pas les problèmes à l'interne, donc je crois que ça peut jaillir aussi sur le travail qui est fait. Mais grosso modo, la tenue de ces universités sociales est à saluer. La mise en application des recommandations, des conclusions, c'est ce que nous leur souhaitons. Et ça relève surtout de l'autorité du gouvernement, parce que mais l'autorité ne va pas disons s'arroger cela dans eux. Donc il faut, après avoir formulé les recommandations, que les premiers responsables fassent des démarches auprès des autorités, qu'ils puissent confronter leurs recommandations avec les autorités pour mesurer leur bonne foi. Et l'opinion est là pour en juger. J'aimerais juste souligner et rassurer Crédé que l'autocritique a été faite. Les intervenants, ceux qui ont participé, ont quand même relevé un certain nombre de choses propres au Togo, mais il faudrait également souligner et relativiser que la société civile n'a jamais
été droite comme on l'aurait souhaité dans aucun pays du monde. Il y a toujours des gens qui veulent tirer toujours le drap de leur côté, qui sont soit manipulés, on est société civile, mais dans cette société civile, on retrouve des gens qui sont au niveau du pouvoir, il y a d'autres qui sont vraiment au niveau du peuple et d'autres qui sont au niveau de l'opposition. Donc du coup, et dans cette même lutte, il y a toujours des brebis galeuses. Et il y a aujourd'hui cette appellation pour dire qu'il y a de ces gens de société civile pro ou bien financés par le pouvoir pour les manipuler. Mais je pense que cette autocritique, selon les retours que nos reporters nous ont envoyés, cette autocritique a été d'ailleurs dans les premières interventions, ça a été fait. Et donc il faut vraiment le saluer, que ça soit réédité et renouvelé pour que les populations en soient édifiées. Merci Sylvio Combe, merci à K2TD. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause publicitaire derrière la pause. Notre invité, M. Pascal Adoko, il est le responsable aux affaires politiques de la CDPA. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. La nuit avant 2h30. Retour à sujet avec notre invité. Ce matin, nous recevons M. Pascal Adoko. Je rappelle qu'il est le responsable chargé des affaires politiques de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains. Bonjour, M. Adoko. Bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour la deuxième fois. Mais disons que c'est le plaisir est partagé. Alors, on va aller rapidement et tout droit au but. La CDPA fait partie du CAP 2015 et CAP 2015 a organisé cette semaine un colloque international sur la problématique de l'alternance en Afrique. Ça s'est bien passé. Vous êtes satisfait après les 2 jours de travaux? Oui, nous sommes très satisfaits, même si nous avons regretté l'absence de 2 invités de marque. Mais le contenu a été développé. Nous sommes très édifiés. Je pense que c'est un créneau porteur pour l'avenir de notre pays. Le bilan, il est positif? Très positif, je puis vous l'affirmer. Et si on vous demandait de donner une note sur 10, vous donnez combien à ce colloque? 9 sur 10. 9 sur 10. Je peux vous l'assurer. Vous avez dit qu'il y a 2 invités, 2 orateurs principaux qui n'étaient pas là, et pourtant vous donnez 9 sur 10? Oui, mais il y a des compétences locales. Ils ont été remplacés au pied levé, et le travail intellectuel a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de gagner la bataille idéologique afin de conquérir le pouvoir. Avant de revenir à vos conférenciers qui n'étaient pas là, alors dites-nous pourquoi d'abord avoir organisé ce colloque? Bon, vous savez, l'Afrique, notre continent, est en danger. Il est en danger parce que la conquête du pouvoir est devenue un enjeu d'insécurité totale. C'est pour ça d'ailleurs que le colloque a titré ce colloque sur la sécurité démocratique en Afrique. Ça fait sourire les gens, mais c'est une vérité. En rentrant dans la salle, on n'avait pas cette terminologie, mais on en est sorti avec. Pourquoi? Regardez notre continent. À chaque fois qu'il faut des enjeux électoraux, politiques, c'est la mort, la répression, les massacres, et même la guerre. Comment voulez-vous que nous puissions nous contenter de notre continent de cette manière-là et ne pas travailler pour garantir la sécurité de nos peuples face aux enjeux politiques? C'est pas dans tous les pays, M. Adoko. Mais quels sont ces pays? Ils sont très rares. Ils sont très rares. Chez nos amis les anglophones, généralement les élections se déroulent normalement. Oui, mais il y a aussi quelques anglophones qui ont des problèmes. Allez en Gambie, c'est un pays anglophone. Disons que même si c'est un seul pays d'Afrique qui a ce problème, nous devons nous coaliser pour mettre fin à cette dérive-là. Parce que notre continent est un continent d'avenir. Il faut donner la chance à ce continent d'avancer, de progresser. Mais quand vous voyez ce qui se passe, et d'ailleurs le diagnostic que nous avons posé est clair, c'est un diagnostic à 2 étages. Le premier étage dit ceci: les responsabilités. Les responsabilités dans les problèmes d'alternance politique en Afrique. Il y a la responsabilité des institutions, ce que nous convenons d'appeler les CENI qui organisent ces élections-là. Oui. Mais vite en réalité,
nous nous sommes interrogés. Et aujourd'hui, nous sommes dans la logique de croire que c'est des mythes et non des réalités. Il y a un travail à faire là-dessus. Mais les cours constitutionnels qui doivent proclamer les résultats, qui sont devenus, comme dirait quelqu'un quelque part, des tours de Pise, penchés d'un côté. Mais écoutez, les arrêts de par l'Afrique, quand je prends la Côte d'Ivoire, dans une même élection, la même Cour constitutionnelle a donné 2 arrêts différents. M. Laurent Gbagbo, président. Quelque temps après, le même président de la même Cour constitutionnelle déclare Alassane Ouattara président. Mais il a subi des pressions. Oui, mais donc ça me dit que ce n'est pas des institutions. Au Togo, je vais me rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous en 2005, quand le général Ndémé est décédé, M. Faure Gnassingbé a été adoubé par l'armée togolaise. C'est un coup d'État. Tout le monde le sait. Mais ça n'a pas empêché la Cour constitutionnelle du Togo de recevoir son serment. Mais l'opposition n'a pas protesté contre... n'a pas protesté contre... On n'a pas dit ça. Mais, monsieur, nous avons suivi les... Monsieur Junior, oui. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce serait une insulte à ceux qui sont morts. Je vous fais savoir que le jour où l'armée a déclaré Faure Gnassingbé président du Togo, les Togolais sont sortis dans la rue. Oui, ça, on nous a tués. On a tué beaucoup de gens. Bien avant les élections. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas protesté. Oui, mais quand il y a des gens qui ont tué, que la Cour l'a accepté, l'opposition n'a pas approché. L'opposition a quand même plutôt le retour de l'Antaba, après avoir prévenu l'opposition là-dessus, l'opposition s'est accommodée à l'opposition. Monsieur Junior, je crois qu'il y a une confusion. Oui. S'il vous plaît. La constitution togolaise prévoit qu'en cas de vacance de pouvoir, notamment au décès du chef de l'État, celui qui prend l'intérim, c'est le président de l'Assemblée nationale, oui ou non? Est-ce que ça a été fait? Mais c'est tout à fait normal parce que l'opposition est une opposition légale qui réclame la légalité constitutionnelle. Même si on sait que M. Lachaba peut lui reprocher des choses. Vous n'avez pas été, le Togo n'a pas été capable d'assumer même ses choix. Et nous, les gens se sont battus. Probablement vos frères, vos soeurs aussi sont morts dans ce combat-là. Mais on a finalement expliqué à M. Faure Gnassingbé qu'on n'accepte pas le pouvoir de cette manière. Entre-temps déjà, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle du Togo. Le même Faure Gnassingbé a dit qu'il se retire, il va aux élections, il dit qu'il a gagné malgré qu'il n'a pas gagné, et M. Faure Gnassingbé prête de nouveaux serments. Alors que tout le monde sait qu'un coup d'État est un crime imprescriptible. Et que la place de ceux qui ont fait le coup d'État, ce n'est pas la présidence de la République, mais ailleurs, comme vous connaissez. Donc vous voyez, pour nous, la responsabilité des institutions également engagée. Deuxième élément. Troisième élément, oui. C'est la responsabilité des peuples. Nous nous sommes interrogés pour savoir si les peuples africains sont des victimes ou des complices. Et nous avons dépouillé également cet aspect-là pour tirer les conclusions qui conviennent. Et en termes de responsabilité du peuple, nous avons également interrogé l'attitude de la communauté internationale. Nous nous sommes demandé, est-ce que la communauté internationale aussi est également complice ou est également victime? Elle se met du côté du plus fort. Oui, donc vous comprenez que c'est un problème. Donc le problème de la responsabilité des peuples et des institutions sont engagés, il faut travailler là-dessus. Ensuite, nous sommes transportés sur les moyens. Le moyen, le premier moyen, comme nous l'avons découvert, qui est un moyen de déséquilibre, que le problème, c'est la succession dynastique, qui est une invention archaïque de l'Afrique, particulièrement francophone. Nous l'avons étudié et nous avons tiré également les conclusions qui conviennent. Il y a des cas aussi dans les pays occidentaux. Oui, mais écoutez, que ce soit dans les cas pays... Bush. Bush, non, ce n'est pas dynastique. Les élections se déroulent de manière transparente. M. Bush père n'est pas mort. Et dans la soirée à la télévision américaine, les généraux ont fait ceci à vos ordres, mon président. Non. M. Bush, fils, d'ailleurs ne s'est pas présenté à gagner à la suite de son père. Il s'est présenté à gagner à la suite de Bill Clinton qui a fait 2 mandats. Mais nous ne racontons pas d'histoire. De primaire. Mais nous disons clairement que nous disons clairement que nous sommes toujours au Togo. C'est lui qui nous a mis en Amérique. Il au Togo pour nous dire que les choses ne se passent pas comme ça. Tous ceux qui font ces amalgames là, ils le font à dessein. Et moi je dis,
ce n'est pas normal. Oui, c'est de la manipulation. Avant de parler de votre sommet, que vous avez, la rencontre que vous avez organisée, dites-nous, il y a eu ce fait qui a défrayé la chronique, surtout sur les réseaux sociaux. Vous avez invité le confrère et l'avocat Bourgi. Jusqu'à quelle période vous avez remarqué qu'ils ne seront plus à Lomé? Je peux vous assurer que nous avons remarqué qu'ils ne pourront pas être à Lomé la veille alors que les billets ont été achetés en bonne et due forme et à leur possession. Ils nous ont expliqué qu'ils préfèrent nous donner les raisons de vive voix. Et le chef de file de l'opposition est parti en France pour avoir ces explications. Quand il sera de retour, nous aurons les vraies explications. Mais hier, Mme Demongo, le responsable de votre parti a dit sur une radio de la place que M. Albert Bourgi et le confrère Francis Patindé ont été menacés. Et il a dit qu'ils ont été menacés par le pouvoir togolais. Il a dit ça clairement. Oui. Il a dit ça plutôt. Oui, mais je vous dis que nous savons les éléments, mais ça sera encore plus précis quand le chef de file de l'opposition, qui est en France, reviendra et nous parlera de vive voix. Parce que certains ont estimé qu'ils préfèrent nous donner les détails de vive voix. Alors soyons patients. Oui, si vous permettez, M. Adoko, vous disiez tout de suite que vous saviez les éléments. Est-ce qu'il n'est pas utile d'en parler et puis d'attendre peut-être la confirmation de M. Jean-Pierre Fabre lorsqu'il sera de retour? Vous venez de dire que la secrétaire générale de la CDPA, qui est la présidente de CAP 2015, a dit qu'ils ont reçu des menaces. Je vous dis, nous attendons que M. Jean-Pierre Fabre revienne et nous donne clairement les termes des menaces. Et le peuple togolais sera édifié. Donc vous confirmez qu'ils ont reçu des menaces? Il y a une anomalie fondamentale où des gens qui se sont engagés plusieurs semaines avant, qui ont reçu le billet, qui étaient prêts à venir et qui n'ont pas pu venir et ils nous ont dit, nous allons vous expliquer cela de vivre. Vous n'aurez pas dû peut-être divulguer leur nom en communiquant autour. Pourquoi ne pas garder les noms des invités, des orateurs et le jour où je vais les découvrir pour vouloir communiquer autour? Les gens qui se sont engagés, vous voulez nous dire que vous voulez apporter de l'eau au moulin de ceux qui empêchent le Togo d'évoluer, de ceux qui empêchent les citoyens de circuler librement dans l'espace. Vous voulez apporter de l'eau à l'eau moulin parce que... Oui, mais ce que vous êtes en train de me dire, vous voulez me faire comprendre que c'est parce que nous avons diffusé leur nom très tôt, on les a empêchés de venir, c'est ce que vous voulez tirer comme conclusion. Alors je dis, le Togo, nous voulons que le Togo soit un pays libre. Autant les gens viennent au fameux sommet, il faut que d'autres personnes aussi viennent visiter leurs amis et travailler avec eux. Alors, ne nous dites pas qu'on a des gens qui se sont engagés, des gens responsables qui se sont engagés. Nous devons édifier la population pour leur dire, voilà ce que vous serez amenés à écouter. Si les gens ont estimé qu'ils doivent utiliser la force politique, publique, qu'ils ont d'ailleurs usurpée, pour continuer à brimer ce peuple, il y a des gens qui sont là, dressés devant eux, qui n'accepteront jamais, même jusqu'au péril de leur vie. Encore que jusque-là, vous n'avez pas encore de pièce à conviction, donc on le prend comme des suppositions. Mais revenons à votre colloque. Le colloque, vous avez parlé des sujets assez brûlants dont on est tous bien au courant. La CENI qui ne fait pas le travail comme cela se doit, la Cour constitutionnelle, ce n'est pas des faits propres au Togo, ça se passe dans bon de pays, on a vu ce qui s'est passé récemment même au Gabon, mais dites-nous avec ce colloque, quels sont les engagements pris concrètement pour que demain, on ne va plus tenir le même langage, M. Adoko? Non, d'abord, nous n'avons jamais dit que le problème de la CENI est un problème spécifiquement togolais. C'est africain. C'est africain, c'est pour ça que le colloque est un colloque africain. Mais dans le cas précis du Togo? Et dans le cas précis du Togo, on sait très bien que la CENI également ne répond pas. N'a pas répondu et nous devons y travailler. Nous avons identifié des pistes sur lesquelles nous allons travailler. Hier, c'était les ministères de l'Intérieur qui organisaient les élections chez nous en Afrique. Après l'opposition du Nord, créer la commission électorale, les commissions électorales ont été créées. On a dit non, les commissions électorales doivent être indépendantes. Et maintenant aussi, il y a un problème. Alors, que se passe-t-il en fait? Oui, mais c'est ça le problème des institutions en Afrique.
Quand vous voulez créer une institution qui soit autonome ou indépendante, le pouvoir s'arrange pour que dans sa conception, dans sa composition, ce pouvoir ait toujours la majorité des gens. Que ce pouvoir ait toujours l'impérium de cette structure, notamment la présidence, est toujours réservée au pouvoir. Mais c'était pas le cas. Dans ce pays, on a vu un opposant être président de la CENI. M. Artem Aoumé Souno, en 1998, il était président de la CENI. Oui. Alors, c'était pas un homme... M. Artem Aoumé Souno... Au nom de l'UTD. Mais il se trouve où? Non, écoutez. Mais nous ne parlons pas du temps présent. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Après l'accord 4 de l'OB, est-ce que l'opposition a participé aux élections? Oui, mais dans la foulée, la CENI a été et la CENI a été dissoute et le remplacement des magistrats. Non, quand vous parlez de choses, les faits historiques sont têtus, sont là. Après l'accord 4 de Lomé, les engagements qui ont été pris par le pouvoir n'ont pas été respectés. Et c'est ça même qui a induit des problèmes jusqu'à ce jour. Parce que ça a empêché l'opposition de participer aux élections. Et la conséquence, c'est que les gens sont allés tous seuls aux élections pour modifier la Constitution, qui reste un goulot d'étranglement de la démocratie. L'opposition aussi est responsable. C'est très facile. Puisque la CENI était dirigée par le président 1999, monsieur était le président de la CENI. Monsieur Junior, oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on a fait les élections au Togo, et que l'opposition a refusé de saisir la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Y compris vous. Non, nous sommes dans un pays de droit. Il faut que vous amenez le dossier devant la Cour constitutionnelle qui va trancher. On nous a traités de tous les noms. Ok. Au Gabon, alors même que tout le monde a vu clairement, ça pue, le vol à plein jour. On utilise juste une région comme variable pour pouvoir compenser l'élection de tout un pays. On vit au sous de tout le monde, y compris tous ceux qui sont là, qui ont les résultats. On a dit, M. Champine, allez à la Cour constitutionnelle. Il a dit, mais c'est une tour de Pise. On dit cependant, vas-y. Il est allé. Où est la différence aujourd'hui? Donc vous voyez, c'est une question, c'est ce qu'on appelle le nœud gordien. Quand vous le tranchez, vous ne pouvez pas démêler ça. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est très facile de crier sur nous. Et c'est d'ailleurs une certaine presse, et je vais le dire aujourd'hui, n'en déplaise aux jeunes, certaine presse qui met une pression sur l'opposition, donnant l'impression que l'opposition togolaise est l'opposition irresponsable. Et que l'opposition togolaise, c'est cette opposition-là qui n'a pas de stratégie. Voilà pourquoi le pouvoir est conservé. Je vais vous dire une chose. Parce que le pouvoir est fort et l'opposition est faible. Mais c'est une question de force des armes. Ah oui? C'est l'arme, c'est l'arme. Je vais vous dire également une révélation importante. Mais les armes n'ont pas... Je vais vous donner une information importante. Oui. Au cours de ce colloque, nous avons finalement compris que c'est lors de la succession dynastique des pouvoirs qu'on connaît la nature véritable d'un régime. Retenez-le. Et donc, quand M. Fengua Singbe a succédé à son père, il a été clairement démontré la nature réelle du régime togolais, qui est un régime éminemment militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, de toute façon, nous avons les mains nues. Et vous savez très bien que les populations, quand leur vote, ils sont frustrés, ils réagissent, on tire dans l'État. On a même une technique officielle pour minimiser les bilans. Vous tuez 100 morts, vous dites qu'il y en a 2, et puis bon, ben, tout le monde répète ça à longueur de journée comme des perroquets, sachant pertinemment qu'on a tué 100 morts. Ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous continuons de nous Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Gabon, et nous avons tous vu que le Gabon est aussi plus ou moins un pays militarisé. La succession s'est faite dans des conditions que nous tous nous connaissons. Et vous avez également vu le travail qu'a fait Jean Ping, le travail qu'ont fait les médias, surtout les médias français, quand il y avait ce problème de décomptage, de recompte des voix. Mais est-ce que vous avez déjà fait ce travail préparatoire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit ce rapport de force. Mais ce rapport de force, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez des alliés qui, au moment où quand ça va commencer à péter, la France qui est plus ou moins, on le dit,
qui manipule, est-ce que cette France-là le pourrait Parti socialiste a sorti un communiqué en faveur de Jean-Ping. Mais est-ce que vous, au Togo, vous arrivez à prendre ces mesures-là? C'est bien bon. Vous avez des réseaux, des relations. Qu'est-ce que vous appelez les mesures? Je peux vous compter, monsieur, je peux vous compter le nombre de déclarations du Parti socialiste français à la suite des élections au Togo, qui ont toujours, cette déclaration a toujours condamné notre régime pour fraude. Donc ça, c'est une pratique courante. Quand vous nous demandez si nous avons les réseaux qu'il faut, oui, nous avons nos réseaux. Si vous estimez mais qui ne travaillent pas comme ça, monsieur Jean-Ping, non, c'est vous qui le dites. Ah ben, c'est ce que l'on constate. Oui, alors, le rapport de force... Non, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Efficace. Ouais, c'est ça, parce que le réseau... Maintenant, je vais vous poser une question. Quand vous aurez fini de me répondre... c'est nous qui posons la question. Oui, je vais dire... Malheureusement, c'est nous qui posons la question. Oui, parce que... c'est vous qui répondez. Moi, je réponds... Vous n'avez pas la permission. Je dis ceci. Le rapport de force dont vous parlez en faveur de Jean-Ping, il est au pouvoir? Jean-Ping est dans l'opposition. Mais il a gagné les élections. Vous venez de me dire qu'il a les rapports de force que nous n'avons pas au Togo. Ces rapports de force... Vous avez dit qu'il y a un rapport de force que vous n'avez pas. On a vu les soutiens de Ping, on a vu le soutien. Voilà, mais est-ce que Ping avant la présidentielle, vous permettez, écoutez, Ping avant la présidentielle a été reçu par Sarkozy, par exemple. Oui, mais Sarkozy, on sait ce que Sarkozy fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais vous dire une chose. Nous, on n'est pas là pour compter les moyens. Nous sommes là pour compter les résultats. Et si les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire l'ancien président de l'Union africaine a aussi été incapable de la commission, de prendre de la commission de l'Union africaine, a été incapable, malgré les puissants réseaux dont vous parlez, de prendre le pouvoir d'État au Gabon, et que nous, au Togo ici, Pascal Adoko, qui n'a jamais été à l'Union africaine ni nulle part, lui aussi, il n'a pas pu prendre le pouvoir dans les mêmes conditions. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais Ping compte prêter seulement demain le 15. Oui, mais nous avons prêté seulement dans ce pays. Je vous rappelle que le Bob Akitani également s'est déclaré président dans ce pays. Mais c'est ça la réalité. Mais nous voulons un saut qualitatif pour aller plus loin. Et faire en sorte que le pouvoir d'État au Togo soit un pouvoir d'État conquis dans la paix, tout doucement, et que les gens acceptent leur défaite. Parce que nous ne voulons pas plonger notre pays dans la souffrance. C'est ce combat que nous menons. Parce que nous aimons notre pays, quelle que soit leur composante. Et nous aimons notre pays. Donc, si vous voulez que le problème se décline en termes de moyens, nous avons nos moyens. Il y a des gens qui ont des moyens discrets. Il y a des gens qui ont des moyens parlants. Mais si le résultat est le même, c'est que l'Afrique a encore des efforts à faire. Oui, monsieur Pascal Adoko, nous revenons même à l'aspect organisationnel du colloque. Nous saluons parce que c'est une marque de liberté d'action, de liberté d'expression. Mais en tant que responsable de la CDPA et l'un des responsables de CAP 2015, est-ce que vous pouvez attester le caractère inclusif de ce colloque avec tous les autres partis de l'opposition? Nous avons invité beaucoup de gens. Nous avons invité les partis politiques, nous avons invité la société civile, nous avons invité des personnalités. Donc, nous avons invité le plus qu'on pourrait. Vous avez invité M. Agbeoubou Kodjo, vous avez invité M. Djeri Tama? Non, M. Agbeoubou Kodjo est sur un chantier. Vous le savez mieux que moi. Lequel? Mais il est sur le chantier du sommet de la sécurité maritime. Mais il est parti, il est opposant. Oui, d'accord, mais il faisait une communication au moment où nous faisons notre travail. Non, politique a été invité. Monsieur Djeri a invité le président de il ne se résume pas à la personne de Monsieur Adjé, nous avons invité les gens pour venir à ce colloque. Oui. Ceux qui ont estimé, parce qu'un communiqué de presse même a dit clairement, tout le monde est invité. Non, c'est différent. Et donc, ceux qui ont estimé, de toute façon, si l'agenda de quelqu'un ne lui permet pas de venir, vous n'allez pas me faire le procès. Mais nous ne sommes pas dans la logique de vous faire un procès. Oui. Nous n'avons même pas les moyens d'en faire. Ah, je ne savais pas. Non, mais ce que nous vous demandons, M. Adoko, est-ce qu'au niveau de l'organisation de CAP 2015, vous avez adressé des invitations aux autres
partis politiques de l'opposition des invitations noir sur blanc et non pas... nous avons adressé des invitations à des partis politiques. Excepté Obu, le Net, le Carré. Mais pourquoi je ne savais pas que vous étiez le représentant d'Obu et Carré. Non, mais il fallait me le dire. Je vous aurais amené les invitations. Non, mais écoutez, ne vous posez pas ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez nous dire sur ce plateau devant le peuple, quels sont les partis politiques que vous avez invités? Je ne le déclinerai pas, j'ai invité. Oui, vous n'en avez pas fait? C'est vous qui le dites. Vous auriez pu inviter même Uri. Regardez les images. Qu'est-ce qui nous empêche de nous dire que nous avons invité tel parti politique? Bon, à quel titre on va les inviter? Dites-le-moi alors. Non, vous parlez... C'est vous qui avez le critère, non? Non, je parlais... Oui. Avant de poser ma question, je m'interrogeais sur le caractère inclusif. De qui? Du colloque. Oui. Et puis de la classe politique. Il s'agit des préoccupations des uns et des autres. Oui. Si quelqu'un n'est pas préoccupé aujourd'hui par l'alternance au Togo, vous voulez que je l'invite? Mais invitez comment est-ce que vous avez mesuré que tel parti n'est pas préoccupé par l'alternance? Comment vous voulez mesurer qu'il est préoccupé? Non, mais tous les partis politiques... Ce combat d'arrière-garde ne peut pas marcher. Je vous ai dit, nous avons invité les partis politiques. J'aimerais juste faire lever ce qui évoque à M. Adoko. Oui, je le crois. Vous avez dit tout à l'heure une certaine presse qui, je crois, ceci, cela. Mais attention, la presse fait son travail. Oui. Et quand le parti au pouvoir est dans des errements, la presse est appelée à relever tout cela. Et quand vous aussi au niveau de l'opposition, on arrive à relever un certain nombre de manquements, ne soyez pas frustré, M. Adoko. Je ne suis pas frustré. C'est un travail que nous faisons pour que cette démarche, cette marche démocratique soit... Donc ma question... C'est également pour la sécurité démocratique. Oui, je prends votre question. Ne soyez pas frustré. Mais maintenant, moi, ma question, vous l'avez posée en tout début, quelle résolution vous avez prise aujourd'hui avec ce colloque pour que demain on ne soit plus à la case de départ? C'est un combat de tous les jours. Les résolutions sont de 2 étages. Les résolutions officielles ont été rendues publiques. Les résolutions souterraines qui relèvent de la stratégie, vous permettez-moi que je ne les divulgue pas ici. Qu'est-ce qui va changer alors après ce colloque? Qu'est-ce qui va changer? Oui. Dans la manière même de faire de CAP 2015. C'est pas une question de manière. Bon, qu'est-ce qui va changer? Dans les stratégies, qu'est-ce qu'on peut envisager? Le CAP 2015 va devenir... CAP 2020? CAP 2016. Non, bien sûr. Vous avez le sens de l'humour, mais moi je ne le prends pas comme ça. CAP 2015 va devenir tête de proue pour bâtir la démocratie en Afrique. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et les jours qui viennent, nous édifierons davantage. Alors, nous avons compris que toutes les forces en souffrance pour restaurer la démocratie en Afrique ont besoin de se coaliser. Et ce travail va se faire. Moi, mon inquiétude, vous avez toujours dit colloque et pour faire un travail sur le plan africain, mais par exemple, on n'a pas vu de représentants. J'aurais bien aimé avoir par exemple quelqu'un du Gabon, parce que le Gabon qui vient de traverser une crise, l'UDPG a entré peut-être à Lomé ou participer à ce colloque pour que les résolutions, les engagements pris puissent concerner aussi bien un certain nombre de pays africains. Pourquoi vous n'avez pas fait ce travail? Est-ce que vous connaissez M. Henry Kissinger? C'est l'ancien secrétaire d'État américain que j'admire beaucoup. Vous connaissez sa politique? C'est la politique des petits pas. C'est tout. Donc, au niveau du CAP 2015, vous avez compris qu'il faut faire maintenant la politique des petits pas. La politique des petits pas. Et puis, alors, nous pensons que nous brûlons des échelons avant. Non, vous avez dit la politique de petits pas. Vous avez posé une question pour demander pourquoi les partis politiques des autres pays ne sont pas là. Je dis, nous pratiquons ce qu'on appelle la politique des petits pas. En français facile, ça veut dire? Ça veut dire que c'est une construction et que cette construction, quand ça va atteindre sa vitesse de croisière, vous aurez le temps de l'observer. Alors, monsieur Adoko, avant le colloque, vous avez fait une tournée à travers le pays. CAP 2015 a fait une tournée. Après, il y a eu une marche à Lomé suivie de meetings. Est-ce que vous avez fait le bilan? C'est positif? C'est mitigé? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, suivre en direct ici? Non, je vais dire tout simplement, et ça je m'adresse droit dans les yeux au pouvoir, que le peuple est exacerbé. Le peuple est très mécontent. Et quand nous avons laissé la parole au peuple togolais,
les mots qui sortent sont des mots qui inquiètent. Alors nous leur demandons de prendre rapidement leurs responsabilités pour faire la réforme, faire les élections locales et faire avancer notre pays. Le peuple est mécontent, mais il ne manifeste pas son mécontentement. Vous savez, l'indépendance ou bien quoi? Non, vous savez, le mécontentement d'un peuple est un mécontentement sourd et foudroyant. Alors je leur demande, parce qu'ils ont des spécialistes qui payent d'ailleurs à prix d'or pour les conseiller, que le peuple togolais est très mécontent. Monsieur Adoko, est-ce que c'est le peuple togolais qui est mécontent ou bien ce sont vos militants qui sont mécontents? Ils font partie du peuple togolais, je l'espère. Donc ils ne forment pas le peuple? Oui, écoutez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous savez, monsieur AGTT, le Togo est dans une crise politique et en même temps une crise économique. Les souffrances sont partagées. À part la petite bourgeoisie politiquement colorée, le peuple togolais souffre. Et je vais vous dire quelque chose que votre affamé, point d'oreille. Dans ce que vous appelez le peuple de je ne sais qui, ce peuple aussi souffre. À son mot à dire. Et il souffre aussi. Donc le peuple togolais souffre. Vous savez, dans un pays où vous voyez confusément que les salaires ne sont plus payés régulièrement dans le secteur privé, que le secteur privé ferme, parce que l'OTR peut-être en train de tuer la poule aux œufs d'or, si ce n'est déjà fait. Il faut faire extrêmement attention. Donc ne me dites pas, parce que, bon, nous sommes sur un plateau, votre rôle c'est de poser la question, me pousser à répondre, je vous comprends, ça ne suppose pas que vous avez pris une position comme ça, mais je sais que vous souffrez, que je souffre et qu'il souffre. Oui, généralement dans ces conditions, il y a beaucoup de leaders politiques qui disent se rabattre sur le peuple parce que le peuple est en train de souffrir, mais encore d'autres analystes politiques estiment que c'est un peu trop bête de penser que le peuple, c'est le peuple qui va se soulever, c'est le peuple qui va conduire, peut-être qui va enclencher un certain nombre de choses pour qu'il y ait changement. Nous sommes sur des médias publics et en tant que responsable politique, je dois avoir un langage politiquement correct. Mais si je vous dis le langage que le peuple togolais a utilisé directement tout cru, sur le terrain, les mots qui sont utilisés pour régler cette crise, ça fait peur. Ça fait peur. Donc ne me dites pas des choses, ne plaisantez pas avec la situation du Togo. Je ne suis pas un alarmiste, j'ai la tête bien sur mes épaules, mais je dis aux acteurs politiques, et particulièrement ceux qui ont le pouvoir d'État, de faire extrêmement attention. Alors. De faire bas la terre, on fasse les réformes, on aille aux élections démocratiques et que le meilleur gagne. Et le reste suivra celui qui aura gagné. Le problème togolais atteint une ampleur incommensurable. Incommensurable et échappe aux gens. Ils sont dans un cocon. Mais je leur dis, le cocon va se fissurer très rapidement, plutôt qu'ils ne le croient. Monsieur Adoko, l'émission tire malheureusement vers sa fin. Le mot de fin vous revient. Non, je pensais qu'on allait également faire un clin d'œil à notre fameux sommet. Ouais, justement, malheureusement, vous en avez parlé. Oui, vous en parler. Écoutez, moi, je veux bien croire que ce sommet va réussir, atteindre ses objectifs. Vous me parlez déjà de 17 chefs d'État, je viens de l'apprendre. Si c'est 17 chefs d'État qu'il faut loger dans 54 berlines, 54 limousines qu'on a achetées, le Togo a des raisons de s'inquiéter. Je voudrais tout simplement dire aux chefs de l'État, en prenant cet engagement, au lieu, soit que ce sommet soit cofinancé, il a mis le trésor public togolais à contribution pour financer ce sommet. Au lieu de réserver ce sommet pour un sommet ordinaire, où ce dossier peut être examiné et adopté, on dilapide les sous du trésor public togolais. J'espère pour le peuple togolais qui souffre déjà que les lendemains ne seront pas plus durs. Ce sera sa responsabilité. Les hôpitaux, l'hôpital de référence, je demande d'ailleurs qu'on débaptise illico presto l'hôpital de Toko baptisé Sylvanus Olympio, parce que c'est une manière de se moquer de ce chef d'État-là. On ne peut pas laisser cet hôpital dans cet état lamentable et dire que c'est l'hôpital Sylvanus, hôpital de référence. Pas un seul scanner qui fonctionne. Ce n'est pas normal. Et M. Jicus Olympio, qui aujourd'hui accompagne ce pouvoir, n'a qu'à prendre conscience que le peuple togolais l'a suffisamment supporté et que l'amour propre prédomine.
Merci à M. Pascal Adofo. Je le rappelle, M. Pascal Adofo, il est le secrétaire chargé aux affaires politiques de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, le parti de Mme Adjamabo Johnson. En fait, c'est elle qui est la secrétaire générale du parti. Merci à Sylvie Combé-Combété du journal africa-rdv.com. Merci à Crédit GTT, le patron du journal Médium. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous. Ce fut un grand plaisir d'être avec vous toute cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Dieu le voudra, on espère. Bon week-end à vous tous, surtout bonne réussite du sommet sur la sécurité et la sécurité maritime qui va se tenir réellement dès demain. Avec le ciel de Bélix.